Le papier est froid sous mes doigts. Beaucoup plus froid que la peau de ma mère quand elle a posé sa main sur mon bras il y a à peine 1 heure, en me suppliant. Maintenant, elle me regarde de l'autre côté de la grande table en chêne, son visage un masque de panique que je n'avais jamais vu auparavant. Mon père est à côté d'elle, l'air plus vieux de 10 ans, et ma sœur, la parfaite Camille, pleure en silence dans son mouchoir. Ils attendent avec tout que je signe le document qui pourrait les sauver, ce document qui leur donnerait accès aux 5 millions de dollars de la fiducie. Mais mes yeux sont fixés sur une autre feuille, celle que j'ai glissée sur la table juste avant. La confirmation de l'annulation de mon billet d'avion pour l'Italie, horodatée quelques minutes seulement après un appel provenant du téléphone de ma mère. Le silence dans la salle à manger est si lourd qu'il pourrait fendre le plancher. C'est ça, le vrai point de rupture. Pas un cri, pas une explosion. Juste le bruit d'un empire familial qui s'effondre sous le poids d'un seul mensonge. Avant que je te raconte ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là, quand ma vie a failli basculer, commande de quelle ville tu écoutes cette histoire et abonne-toi à la chaîne, ça aide vraiment beaucoup. Maintenant, laisse-moi retourner au début. Tout a commencé avec un petit oiseau en bois. Je le tenais dans la paume de ma main. Le bois poli, lisse et chaud. Je l'avais sculpté moi-même, il y a des années, pour ma sœur Camille. Un petit cadeau simple, fait avec mes mains. C'était le genre de choses que je faisais. J'étais la fille tranquille, celle qui observait, qui construisait des choses en silence. Mon appartement à Montréal était comme moi. Minimaliste, ordonné, chaque chose à sa place. Mais ce jour-là, l'air était différent. Il y avait une sorte d'électricité, une attente. Le voyage en Italie pour le mariage de Camille, c'était plus qu'un simple voyage. Dans ma tête, c'était un pont. Un pont pour finalement traverser le fossé qui m'avait toujours séparée de ma famille. J'avais l'impression que si je pouvais juste être là, au lac de Com, dans ce décor de cartes postales, tout serait différent. Je ferais enfin partie du tableau. Je pouvais presque le sentir. L'odeur du cuir de mes souliers neufs, achetés spécialement pour l'occasion. Le poids de la robe que j'avais mis des mois à me payer, suspendue sur ma porte comme une promesse. J'avais tout planifié, chaque détail, comme si c'était l'un de mes projets d'architecture. La structure devait être parfaite. Les appels avec ma mère, Geneviève, dans les semaines qui ont précédé, auraient dû me mettre la puce à l'oreille. C'étaient des conversations courtes, presque stériles. Sa voix était toujours douce, mais il y avait un fond de métal dedans. « Sois pas en retard, Éléonore. J'espère que tu as acheté un cadeau convenable pour Camille. » Chaque phrase était une petite pique, une façon de me rappeler que je n'étais jamais tout à fait à la hauteur. Mais je choisissais de ne pas l'entendre. Je m'accrochais à l'idée du mariage, à l'image de nous tous réunis, souriant sous le soleil italien. J'étais une architecte après tout. Je croyais en la possibilité de construire quelque chose de solide, même sur des fondations fragiles. Le jour du départ est arrivé. L'aéroport était bruyant, impersonnel. Des gens qui couraient partout, des annonces au micro, l'odeur du café et du kérosène. Je me sentais petite et anonyme, mais il y avait une boule d'excitation dans mon ventre. J'ai fait la file, mon passeport serré dans ma main. Quand mon tour est arrivé, j'ai souri à l'agente au comptoir. Elle a pris mes papiers, a tapé sur son clavier. Son visage est resté neutre. Puis, elle a froncé les sourcils. Elle a tapé encore. Le petit bruit des touches était le seul son que j'entendais. Elle a levé les yeux vers moi. « Je suis désolée, madame, mais je ne trouve aucune réservation à votre nom. » Le monde autour de moi s'est mis sur pause. J'ai senti le sang quitter mon visage. « C'est impossible, » j'ai dit. Ma voix à peine un murmure. « C'est pour le vol vers Milan. » Lavoie. Éléonore Lavoie. Elle a vérifié de nouveau, avec une patience professionnelle qui me donnait envie de crier. « Non, rien. Il y a bien une réservation pour le reste de votre famille, mais votre nom n'est pas sur la liste. Une réservation de groupe, mais vous n'êtes pas dessus. » La panique a commencé à monter dans ma gorge, une vague froide et piquante. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient un peu. J'ai appelé ma mère. Ça a sonné 1 fois, 2 fois. Sa voix, quand elle a répondu, était légère, presque joyeuse. « Allô, chérie? Vous êtes déjà à l'aéroport? » Elle était là-bas, de l'autre côté de la sécurité, probablement en train de siroter un café en attendant d'embarquer. « Maman, il y a un problème, » j'ai dit, en essayant de garder ma voix stable. « Ils disent que je n'ai pas de billet. » Il y a eu un petit silence. Puis, un son qui allait se graver dans ma mémoire pour toujours. Un petit rire, léger et désinvolte. « Oh, ma chérie, quel désastre!
On pensait que tu avais réservé toi-même. Il doit y avoir eu un malentendu. Le mensonge était si flagrant, si facile pour elle, que ça m'a coupé le souffle. C'était comme recevoir un coup de poing en plein ventre, mais sans la douleur physique. C'était pire. C'était un vide glacial. Je n'ai rien pu dire. J'étais pétrifiée, le téléphone collé à mon oreille. Et puis, elle a ajouté la phrase qui a tout fait basculer. Bon, on t'enverra plein de photos. Et elle a raccroché. Je suis restée là, au milieu de l'aéroport, pendant je ne sais pas combien de temps. Les gens me bousculaient, les annonces continuaient, mais tout était flou. Le pont que j'avais essayé de construire venait de s'effondrer, et j'étais restée du mauvais côté. Les jours suivants ont été une forme de torture moderne et silencieuse. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. C'étaient les photos. Camille, radieuse dans sa robe de mariée au bord du lac. Mon père, levant sa coupe de champagne avec un grand sourire. Ma mère, l'air d'une reine, posant avec des invités importants. Toute la famille, réunie pour une photo de groupe devant un coucher de soleil italien spectaculaire. Un portrait de famille parfait. Sauf qu'il manquait une pièce. Une pièce qu'ils avaient découpée eux-mêmes, avec des ciseaux de précision. Chaque photo était une nouvelle coupure. Je les regardais toutes, une par une, mon visage sans expression. La douleur était un cri à l'intérieur, mais à l'extérieur, rien. Le calme plat. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une seule réponse simple que j'ai envoyée dans la conversation de groupe. Pas de problème. Ça a l'air magnifique. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Les larmes me semblaient inutiles, une perte d'énergie. J'ai fait quelque chose d'autre. Je me suis assise à ma table à dessin, la même où je passais des heures à concevoir des bâtiments. Mais ce soir-là, je n'ai pas sorti de plan d'architecture. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à regarder un autre type de structure. Celle des entreprises de ma famille, le groupe Lavoie. J'avais travaillé pour eux pendant des années, dans l'ombre, sur de petits contrats. Je connaissais leurs projets, je connaissais les chiffres, je savais où chaque poutre était placée, mais je savais aussi où se trouvaient les fissures, les faiblesses structurelles que personne d'autre ne voyait. La lumière de l'écran éclairait mon visage. L'espoir dans mes yeux, celui de la petite fille qui voulait juste faire partie de la photo, avait disparu. Il avait été remplacé par quelque chose de froid, de net, de précis. C'était le regard d'une architecte qui ne planifiait plus une construction, mais une démolition. J'ai bougé le curseur de ma souris sur un dossier que j'avais créé il y a longtemps, un peu comme une police d'assurance qu'on espère ne jamais utiliser. Je l'avais nommé sobrement « plan d'urgence ». J'ai entré le mot de passe, un mot que seul moi pouvais connaître. Le dossier s'est ouvert, révélant des dizaines de sous-dossiers. Chacun portait le nom d'un membre de ma famille ou d'une de leurs compagnies. Mon cœur ne battait pas plus vite. Au contraire, tout en moi était devenu calme, méthodique. J'ai déplacé le curseur sur le premier dossier de la liste, celui qui portait le nom de la personne qui avait tenu les ciseaux, Geneviève. Et j'ai cliqué. Avant tout ça, avant l'aéroport et le silence au bout du fil, ma vie était une esquisse. Des lignes droites, des angles précis, un plan clair. J'étais architecte. Mon univers, c'était l'ordre. Mon petit condo sur le plateau, c'était mon sanctuaire. Les livres d'art empilés par couleur, les crayons alignés sur mon bureau, même le café que je buvais chaque matin, toujours dans la même tasse. C'était une vie tranquille, presque invisible. Je passais mes journées à concevoir des espaces pour que d'autres personnes puissent y vivre, y rire, y créer des souvenirs. Je créais des foyers pour les autres, parce que le mien avait toujours eu l'air d'une maison modèle, belle de loin, mais froide au toucher. Le travail était ma seule vraie passion, la seule chose qui m'appartenait entièrement. Quand je dessinais, le bruit du monde s'effaçait. Il n'y avait que moi, le papier et la promesse d'une structure parfaite. Ma famille, c'était une autre sorte de structure, une beaucoup plus compliquée. Des visites le dimanche à Outremont, dans la grande maison où j'avais grandi. Des repas où les conversations flottaient à la surface, polies et vides. Mon père, Richard, était un homme bon mais effacé, toujours un peu dans l'ombre de ma mère. Camille, ma sœur, était le soleil. Elle était belle, charismatique. Tout lui réussissait sans effort. Et moi, j'étais la lune, celle qui ne brillait que par reflets. Je me souviens des dîners où ma mère, Geneviève, racontait les derniers exploits de Camille à ses amis, sa voix pleine de fierté. Quand venait mon tour, il y avait toujours une petite pause. Ah, et Éléonore, elle travaille fort.
C'était tout. Ce n'était pas méchant, pas vraiment. C'était juste un fait. J'étais la fille fiable, celle qui ne faisait pas de vagues. Celle qu'on oubliait un peu, parfois. Avec le recul, les signes étaient là, comme de fines fissures dans un mur qu'on refuse de voir. Quelques semaines avant le mariage, j'avais appelé ma mère pour lui demander si je devais faire quelque chose de spécial pour les préparatifs en Italie. Elle avait ri, un petit rire cristallin qui sonnait toujours un peu faux. Mais non, ma chérie, tout est sous contrôle. On s'occupe de tout. Tu n'as qu'à te pointer avec ta valise. Sa voix était douce, mais ses mots créaient une distance. On s'occupe de tout. On ne m'incluait pas. Une autre fois, j'ai surpris une conversation entre elle et Camille au téléphone. Je venais d'entrer dans la cuisine et je les ai entendus parler des places dans l'avion. Dès que ma mère m'a vue, elle a changé de sujet brusquement. J'ai senti un malaise, mais je l'ai chassé. La paranoïa, ce n'était pas mon genre. Je préférais la logique. Et logiquement, pourquoi ma propre famille me ferait-elle du mal? L'ombre de ma mère planait sur tout. Geneviève n'était pas une personne, elle était une ambiance, une exigence silencieuse de perfection. Quand j'étais petite, elle réarrangeait les jouets dans ma chambre après que j'ai fini de jouer, pour que tout soit esthétiquement parfait. Elle choisissait mes vêtements, commentait mes cheveux, corrigeait ma posture à table. C'était son amour, une forme d'amour qui ressemblait beaucoup à de la direction artistique. Son approbation était la chose que je désirais le plus au monde et la chose que j'obtenais le moins. La dernière fois que je l'ai vue avant le départ, c'était pour lui montrer la robe que j'avais achetée. Elle l'a regardée, a pincé le tissu entre ses doigts. « C'est simple », a-t-elle dit. « Mais ça ira. » Puis elle m'a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. En quittant la maison ce jour-là, un frisson m'a parcouru le dos, même s'il faisait chaud. C'était juste un pressentiment, une petite note discordante dans la symphonie bien orchestrée de ma vie. Une note qui disait que quelque chose allait bientôt se briser. Le silence dans mon appartement était devenu une arme. Avant, c'était mon réconfort, un espace vide où je pouvais penser, dessiner, exister sans la pression du monde extérieur. Maintenant, c'était mon laboratoire. La lumière bleutée de l'écran de mon ordinateur découpait mon visage dans le noir, et le seul son était le léger vrombissement du disque dur. Je n'avais pas bougé de ma chaise depuis des heures. Le café à côté de moi était froid depuis longtemps. Mes doigts survolèrent le clavier avec une précision que je ne me connaissais pas. Ce n'était pas de la rage. La rage est chaude, chaotique. Ce que je sentais, c'était froid. C'était de la géométrie. Chaque action était un angle, chaque information une ligne, et je traçais le plan d'une implosion parfaite. J'ai navigué dans les serveurs du groupe La Voix avec une facilité déconcertante. Mon accès était encore valide. J'étais la fille tranquille, l'architecte fiable qui faisait parfois du travail à la pige pour eux. Personne n'aurait jamais pensé à me révoquer. J'étais invisible, et pour la première fois de ma vie, j'en étais reconnaissante. J'ai trouvé ce que je cherchais dans un sous-dossier enterré sous des couches de noms de code ennuyeux. Le projet du resort dans les Laurentides. Le projet de mon père, 30 millions de dollars, des années de sa vie. Je me souvenais du jour où il m'en avait parlé, ses yeux brillaient d'une fierté rare. Il allait enfin construire quelque chose qui porterait son nom, pas seulement celui de la famille. Mais je savais aussi ce qu'il y avait dans les rapports que personne ne lisait jamais. Un rapport géotechnique, commandé au tout début du projet, qui mettait en garde contre l'instabilité du sol sur une partie cruciale du terrain. Un rapport qu'ils avaient enterré, préférant une solution moins chère et plus risquée. Créer une adresse courriel anonyme a pris moins d'1 minute. J'ai joint le fichier PDF, le petit trombone apparaissant sur l'écran, comme un symbole de tout ce qui allait s'effondrer. Le destinataire n'était pas un journaliste. C'était trop bruyant, trop public. J'ai envoyé le rapport directement au plus grand concurrent de mon père, une compagnie connue pour son agressivité et son équipe d'avocats impitoyables. J'ai ajouté une seule ligne de texte. On dirait que vous avez manqué quelque chose d'important. Puis, mon doigt a plané au-dessus du bouton d'envoi. C'était ça, le point de non-retour. Pas l'aéroport, pas le téléphone. C'était ce clic. Le son a été minuscule dans le silence de mon appartement, mais il a résonné comme un coup de feu. J'ai fermé l'ordinateur. Je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de joie. Juste le vide. Le calme avant la tempête que je venais de créer. La tempête a frappé 3 jours plus tard. Mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre, prenant le temps de composer ma voix pour qu'elle sonne douce, surprise. « Allô? Papa?
Sa voix de l'autre côté était un son que je n'avais jamais entendu. Elle était brisée. Vide. Éléonore. C'est une catastrophe. Le projet. Tout est fini. Il m'a expliqué que le concurrent avait reçu une fuite, qu'une injonction avait été déposée, que les investisseurs se retiraient. Il parlait de trahison, de sabotage. J'écoutais, en silence, chaque mot de sa douleur étant une confirmation. « Je suis tellement désolée, papa », j'ai dit, et ma voix était si convaincante que j'ai presque cru à mon propre mensonge. J'entendais ma mère en arrière-plan, sa voix stridente, paniquée, parlant d'avocat et de réputation. Mais mon père, lui, était juste un homme vaincu. Quand j'ai raccroché, je suis restée assise dans le silence pendant un long moment. Le premier domino était tombé. J'avais goûté au pouvoir, au contrôle, et c'était une saveur amère et enivrante. J'avais blessé mon père, l'homme qui, malgré sa faiblesse, ne m'avait jamais délibérément fait de mal. Une petite fissure est apparue dans ma façade de glace. « C'est mal », a murmuré une voix au fond de moi. Mais une autre voix, plus forte, plus froide, a répondu. Ils ont commencé. En regardant par la fenêtre la ville qui s'illuminait pour la nuit, j'ai su que ce n'était pas fini. Ce n'était même pas proche d'être fini. Ce coup ne visait pas vraiment mon père. C'était un message pour elle. Un avertissement. Je voulais qu'elle sente la terre trembler sous ses pieds avant de faire s'effondrer le bâtiment tout entier. Et je savais exactement quelle poutre maîtresse j'allais retirer ensuite. La maison de mon enfance à Outremont n'avait pas changé, mais l'air à l'intérieur était différent. Il n'y avait plus cette odeur de cire d'abeille et de perfection. Ça sentait la peur, une odeur fade et stagnante, comme de l'eau qui a dormi trop longtemps dans un vase. Ils étaient tous là, assis autour de la table de la salle à manger, la même table où on m'avait appris à me tenir droite. Mon père, l'ombre de lui-même, les épaules basses. Camille, le visage bouffi par les pleurs, son alliance brillant sous la lumière du lustre comme une petite moquerie. Et ma mère, Geneviève, assise droite comme un piquet, un masque de dignité fragile sur le visage. Quand je suis entrée, leurs yeux se sont tournés vers moi, pleins d'un espoir si désespéré que c'en était presque dégoûtant. Pour la première fois de ma vie, j'étais le centre de leur univers. Pas parce qu'ils m'aimaient, mais parce que j'étais la clé du coffre-fort. Je me suis assise en silence, posant mon sac sur la chaise à côté de moi. Geneviève a poussé une liasse de papier vers moi sur la surface polie de la table. Sa voix était douce, contrôlée, la même voix qu'elle utilisait pour parler au banquier. « Éléonore, on sait que c'est beaucoup te demander. Mais c'est une urgence. C'est pour la famille. Je n'ai même pas regardé les documents. J'ai sorti une seule feuille de papier de mon sac et je l'ai glissée sur la table, juste à côté des contrats. C'était la confirmation de l'annulation de mon billet d'avion, avec la date, l'heure et le numéro de téléphone d'où l'appel avait été fait. Le téléphone de ma mère. Le silence qui est tombé dans la pièce était total, absolu. C'était plus lourd que n'importe quel cri. J'ai vu la couleur quitter le visage de mon père. Camille a mis sa main devant sa bouche, ses yeux s'agrandissant d'horreur. Seule ma mère n'a pas bougé. Elle a regardé le papier, puis elle a levé les yeux vers moi, et son regard n'était pas coupable. Il était froid. C'est là que j'ai compris que je n'avais rien compris du tout. Je pensais que c'était de la cruauté ordinaire, une exclusion faite à la légère. Mais ce n'était pas ça. Geneviève a eu un petit soupir, presque agacé. « Tu ne peux pas comprendre, Éléonore, » a-t-elle dit, sa voix basse et tranchante comme du verre brisé. Ce n'était pas personnel. C'était pour protéger Camille. Son mariage était l'événement le plus important de sa vie. Tout devait être parfait. Et toi, avec ton air triste, tes vêtements simples, tu aurais été une fausse note dans la symphonie. On ne pouvait pas prendre ce risque. Chaque mot était un coup de couteau, précis, chirurgical. Ce n'était pas une erreur, pas un oubli. C'était une décision d'affaires. J'étais un mauvais investissement pour l'image de la famille. La douleur qui m'a frappée à ce moment-là était différente de tout ce que j'avais ressenti avant. Ce n'était pas la tristesse de l'aéroport, ni la froide colère de ma vengeance. C'était une annulation. La révélation que, pour ma propre mère, je n'étais pas une personne, mais un problème de design. Un élément qui ne cadrait pas avec l'esthétique générale. J'ai regardé mon père, suppliant silencieusement pour qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Il a juste baissé les yeux vers la table, vaincu. Camille a commencé à pleurer plus fort, mais c'était des larmes pour elle-même, pour son mariage maintenant terni. Personne ne m'a défendue. J'étais seule,
dans cette pièce remplie des gens qui étaient censés m'aimer, et j'étais plus seule que si j'avais été au milieu d'un désert. Le pouvoir que je pensais avoir, l'argent de la fiducie, tout ça ne voulait plus rien dire. Ils venaient de me prendre quelque chose que 5 millions de dollars ne pourraient jamais racheter. Le moindre doute que j'ai jamais eu sur ma place dans ce monde. Ils venaient de la confirmer. Je n'en avais aucune. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mais j'ai réussi à rester droite. Ma mère me regardait, un défi dans les yeux, comme si elle attendait que je m'effondre. Et les papiers de la fiducie sont toujours là, au milieu de la table, entre nous. Une solution à leur problème, posée juste à côté de la preuve de leur trahison. Elle a pointé les papiers du menton. Alors, tu vas nous aider ou tu vas finir de tout détruire pour une petite susceptibilité. Sa voix était calme, presque raisonnable. Et c'est là que j'ai su. Ma vengeance n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Je n'allais pas seulement les laisser tomber. J'allais m'assurer qu'ils touchent le fond. J'ai regardé la plume posée à côté des documents, puis j'ai regardé ma mère dans les yeux. Mon silence était ma seule réponse. Un silence qui promettait non pas le pardon, mais l'oubli. Le petit oiseau en bois que j'avais sculpté pour Camille était dans la poche de mon manteau. Je pouvais sentir sa forme dure contre ma hanche. Sans un mot, je l'ai sorti et je l'ai posé doucement sur la pile de papier qu'ils voulèrent que je signe. C'était un cadeau, après tout, un souvenir de la fille qu'ils avaient décidé d'effacer. Puis, je me suis retournée et j'ai marché vers la porte, chaque pas faisant un bruit sourd sur le parquet. Derrière moi, le silence était total. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir ce qu'ils voyaient. Non pas une fille blessée, mais une architecte qui venait de condamner le bâtiment. Et alors que ma main se posait sur la poignée froide de la porte d'entrée, j'ai entendu la voix de mon père, pour la première fois, un murmure étranglé et plein de panique. « Éléonore, attends. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'autre que tu dois savoir sur cet argent. » Ma main s'est figée sur la poignée froide de la porte. La voix de mon père, ce murmure cassé, m'a accrochée dans le vestibule. J'ai tourné la tête lentement, sans me retourner complètement, juste assez pour le voir dans mon champ de vision. Il me regardait avec des yeux que je ne lui avais jamais vus, des yeux terrifiés. Ma mère lui a lancé un regard foudroyant, un ordre silencieux de se taire, mais pour la première fois de sa vie, il ne l'a pas écouté. Il a fait un pas en avant, les mains légèrement levées, comme si j'étais un animal effarouché prêt à fuir. Ce n'est pas pour l'entreprise, Éléonore. L'argent, ce n'est pas pour ça. Sa voix était à peine audible. Je suis restée silencieuse, mon corps entier tendu comme une corde. J'attendais la prochaine manipulation, le prochain mensonge conçu pour me faire plier. Il a pris une grande inspiration, le son a semblé remplir tout l'espace vide de la maison. Ton grand-père, il a créé cette fiducie pour toi, juste pour toi. Il y avait une condition, une seule. Qu'on ne te le dise jamais, sauf en cas d'absolue nécessité. La voix de ma mère a sifflé entre ses dents. « Richard, arrête !» Mais il a continué, les mots se bousculant pour sortir. « C'est pour tes soins de santé, Éléonore. Pour plus tard. Le médecin avait dit à ton grand-père qu'il y avait une chance que ta condition dégénère avec l'âge. Le monde autour de moi a commencé à onduler, comme une image reflétée dans l'eau. Ma condition ? De quoi tu parles ? Ma propre voix m'a semblé venir de très loin. Mon père a baissé les yeux. La maladie neurologique, la même que celle de ta grand-mère. On a caché ça toute ta vie. Le sol a disparu sous mes pieds. Ce n'était plus une question d'être exclu d'un mariage ou d'un héritage. C'était autre chose. Une trahison si profonde qu'elle n'avait pas de nom. Toutes ces années. Toutes les fois où on me traitait de maladroite quand je trébuchais. Les migraines qu'on mettait sur le compte du stress. La fatigue constante qu'on qualifiait de paresse. Ce n'était pas de la négligence. C'était un secret. Un mensonge tissé dans les fibres mêmes de mon existence, orchestré par les deux personnes qui auraient dû me protéger. Ils ne m'avaient pas seulement menti. Ils m'avaient volé la vérité sur mon propre corps, sur mon propre avenir. Ils m'avaient laissé naviguer à l'aveugle vers un iceberg qu'ils connaissaient depuis le début. J'ai regardé ma mère. Son visage n'exprimait aucun remords. Juste de la colère froide que son secret soit révélé. « On ne voulait pas que tu vives dans la peur », a-t-elle dit, sa voix dure. « On voulait que tu aies une vie normale. » Mais ces mots sonnaient creux. La vérité, c'est qu'ils ne voulaient pas d'une autre fille imparfaite. Une fausse note dans leur symphonie.
La douleur qui m'a envahie à ce moment-là était physique. Une pression dans ma poitrine si forte que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. Ma vengeance, si bien planifiée, me semblait tout à coup ridicule. L'œuvre d'une enfant qui casse les jouets d'un autre. J'avais joué avec leur argent, leur réputation. Pendant ce temps, ils jouaient avec ma vie. Je me suis appuyée contre la porte pour ne pas tomber. L'architecte en moi, celle qui croyait pouvoir tout contrôler, tout planifier, était morte. J'étais en chute libre, et il n'y avait pas de fond. J'ai vu leur visage à travers un brouillard de larmes que je refusais de verser. Ils attendaient. Ils attendaient encore que je les sauve, même après m'avoir avoué la pire trahison de toutes. Ils voulaient apprendre l'argent destiné à me soigner pour réparer les fissures de leur empire de papier. La douleur était si pure, si totale, qu'elle ne pouvait pas juste rester là. Il fallait qu'elle devienne autre chose. Un poison, un carburant. J'ai relevé la tête, et pour la première fois, je les ai vus pour ce qu'ils étaient. Pas ma famille, mes ennemis. À ce moment-là, j'ai su que quelqu'un allait devoir payer pour ça, et que le prix serait bien plus élevé que 5 millions de dollars. Je suis sortie de cette maison, et le déclic de la serrure derrière moi a sonné comme le début de quelque chose. L'air froid de la nuit m'a frappé le visage, mais je ne le sentais à peine. J'ai marché jusqu'à ma voiture, mes mouvements mécaniques, comme si quelqu'un d'autre contrôlait mon corps. En conduisant à travers la ville, les lumières de Montréal étaient des traînées floues, des couleurs sans signification. Je n'ai pas pleuré. Les larmes appartenaient à la fille qui avait sculpté un oiseau en bois, la fille qui espérait une place à la table. Cette fille-là était morte dans la salle à manger, quelque part entre un billet d'avion annulé et la vérité sur sa propre santé. La douleur n'était plus une blessure ouverte qui saignait. Elle se solidifiait en moi, se cristallisait, devenant la fondation de quelque chose de nouveau, de dur et de froid. Je sentais cette nouvelle structure se construire à l'intérieur de ma poitrine, poutre par poutre. Une architecture de la rage. De retour dans mon condo, le silence n'était plus apaisant. Il était plein de possibilités. La haine, cette vague brûlante, je l'ai sentie monter, la tentation de hurler, de fracasser les objets parfaitement alignés sur mes étagères. Mais je ne l'ai pas laissé me noyer. Je l'ai canalisé. Je me suis assise à ma table à dessin, j'ai ouvert mon ordinateur, et la haine est devenue de l'énergie pure, un courant électrique qui faisait bouger mes doigts sur le clavier. Le plan initial, celui de les ruiner financièrement, me semblait maintenant naïf, presque enfantin. C'était une vengeance pour une humiliation. Mais ce qu'ils m'avaient fait, ce n'était pas une humiliation. C'était une tentative d'effacement. Ils n'avaient pas seulement menti sur un billet d'avion, ils m'avaient menti sur moi-même. Chaque migraine, chaque moment de fatigue, chaque fois que je me sentais différente, ils savaient pourquoi. Et ils m'ont regardé me débattre en silence. Le focus de ma vengeance a changé. Ce n'était plus une question d'argent, c'était une question de vérité. Les recherches ont commencé cette nuit-là. Je n'étais plus une architecte qui dessinait des maisons, j'étais une architecte qui fouillait des ruines pour trouver les plans originaux. Je devais comprendre l'ampleur du mensonge. Je me suis plongée dans les archives numériques de la famille, des serveurs personnels que j'avais aidés à mettre en place des années auparavant, des endroits où ils ne penseraient jamais à révoquer mes accès. Je cherchais des dossiers médicaux, des correspondances, n'importe quoi qui pourrait me donner un nom, une date, un point de départ. Je suis tombée sur de vieilles factures d'un neurologue, le docteur Brossard, datant de mon enfance. Des rendez-vous dont je n'avais aucun souvenir. Des tests que je n'avais jamais su avoir passés. Le mensonge était plus ancien, plus profond que je ne l'avais imaginé. Chaque fichier que j'ouvrais était une pelletée de terre, jetée sur le cercueil de la fille que je pensais être. C'est au milieu de la 3e nuit, les yeux brûlants de fatigue, que je l'ai trouvé. Ce n'était pas dans un dossier médical. C'était dans les documents de succession de mon grand-père, dans un sous-dossier protégé par un mot de passe que j'ai deviné en 3 essais. Le nom de la rose préférée de ma grand-mère. C'était une lettre manuscrite, numérisée, de mon grand-père, adressée à ma mère, datant d'1 an avant sa mort. Il lui parlait de la fiducie de 5 millions, expliquant qu'elle était là pour garantir mes soins futurs. Mais il y avait plus. Il écrivait qu'il me laissait aussi quelque chose d'autre, quelque chose d'entièrement à moi, son petit vignoble dans les cantons de l'Est. Un endroit qu'il aimait, un refuge. Il précisait dans la lettre que la propriété devait être gérée par la fiducie jusqu'à mes 30 ans, un havre de paix si jamais j'en avais besoin. Une bouffée d'air pur,
un souvenir d'un amour que j'avais cru perdu, m'a traversé. Puis, une pensée froide et nette m'a frappée. J'ai ouvert un autre onglet, j'ai cherché le registre foncier du Québec. J'ai tapé le nom du vignoble. Il avait été vendu. Il y a 2 ans. L'acheteur était une compagnie à numéro. Une compagnie écran dont la seule administratrice, après quelques clics de plus, s'est révélée être Geneviève Lavoie. Le choc a fait place à une clarté terrible. Ils n'avaient pas seulement l'intention de prendre l'argent de mon avenir pour sauver leur présent. Ils avaient déjà commencé à démanteler mon passé, à vendre mon refuge, à voler l'héritage d'un homme qui m'avait vraiment aimé. L'argent de cette vente avait sans doute servi à boucher une autre fissure dans leur empire en décomposition. Ce n'était plus une vengeance pour une trahison émotionnelle. C'était une guerre pour un crime bien réel. J'ai regardé l'écran, les preuves irréfutables de leur fraude étalées devant moi. Le plan que j'avais avant, de les faire s'effondrer, était trop simple, trop rapide. Ils voulaient m'effacer. J'allais faire le contraire. J'allais m'inscrire si profondément dans leur vie, dans leurs finances, dans leur chute, que mon nom serait la dernière chose qu'ils prononceraient avant de tout perdre. Le jeu venait de changer. Et cette fois, je n'étais plus la pièce qu'on enlève du plateau. J'étais la main qui allait le renverser. Le plan s'est formé dans le silence de mon appartement, pas sur une table à dessin, mais dans le vide glacial laissé par la vérité. La haine, c'est comme de l'eau bouillante, ça finit par s'évaporer en vapeur inutile. Mais la trahison, c'est autre chose. Ça gèle. Ça devient solide, et on peut construire avec. Je n'allais plus lancer des roches de loin. J'allais entrer dans la maison, prétendre aider à réparer les fenêtres que j'avais moi-même brisées, pour ensuite dynamiter les fondations de l'intérieur. Mon arme ne serait pas un ordinateur ou un document anonyme. Ce serait moi, mon visage, ma voix, ma présence. Je devais redevenir la fille qu'ils avaient toujours connue, silencieuse, serviable, invisible. L'architecte qui vient réparer les fissures, pas celle qui les a créées. Pour ça, il fallait que je leur offre la seule chose qu'ils voulaient, l'espoir. Et l'espoir, ça se présente toujours avec un sourire et une main tendue. Le premier appel, je l'ai fait à mon père. C'était calculé. Il était le maillon faible, le seul qui avait encore une conscience qui pouvait être tordue par la culpabilité. J'ai laissé ma voix trembler juste un peu, comme une corde de guitare trop tendue. « Papa, j'ai réfléchi. Je peux pas laisser la famille couler. C'est tout ce qu'on a. » Le silence à l'autre bout du fil était lourd de soulagement. J'ai proposé une rencontre dans mon bureau, pas chez eux. Changer le terrain de jeu, c'est la première règle de n'importe quelle bataille. Quand ils sont arrivés, Geneviève, mon père et Camille, ils avaient l'air de naufragés qui aperçoivent une île. J'ai étalé des papiers sur ma table de conférence, pas les leurs, les miens. Je leur ai présenté un plan de restructuration, utilisant les mêmes termes que j'aurais utilisés pour un bâtiment en péril. J'ai accepté de débloquer une partie de la fiducie, pas tout, juste assez pour les garder en vie, à condition que je supervise personnellement chaque dépense. Je prenais un rôle actif dans l'entreprise. Ma mère me regardait avec une méfiance glaciale, mais la panique dans les yeux de mon père a gagné. Ils ont accepté. Le cheval de Troie venait de franchir les portes de la ville. Retourner dans les bureaux du groupe Lavoie était étrange. L'air était chargé d'une tension feutrée. Les employés qui me connaissaient depuis des années me regardèrent de côté, ne sachant pas si je venais en sauveuse ou en fossoyeuse. Je passais mes journées dans les archives, un endroit poussiéreux que tout le monde évitait. Officiellement, je cherchais des économies, des contrats à renégocier. Officieusement, je cherchais la preuve de la vente du vignoble. Le danger était constant, mais petit, comme une série de décharges électriques. Un après-midi, mon père est entré sans frapper alors que j'avais les registres fonciers ouverts sur mon écran. Mon cœur a fait un bond, mais j'ai cliqué sur une autre fenêtre, un vieux plan d'un centre commercial, en une fraction de seconde. Je cherche des moyens de réduire nos coûts de chauffage sur les vieux projets, j'ai dit, ma voix parfaitement calme. Il a hoché la tête, l'air fatigué, et il est reparti. Je me suis aussi rapprochée de Camille. Elle était une épave émotionnelle. Je l'écoutais se plaindre de son mari, de sa belle famille, et je prenais des notes mentales sur chaque information qu'elle me donnait, chaque secret de famille, chaque vulnérabilité financière. J'étais sa sœur, son épaule sur laquelle pleurer, et chaque larme qu'elle versait était de l'encre pour mon plan. La reviravolta est arrivée un jeudi soir, alors que je fouillais dans des boîtes de documents datant de la fondation de l'entreprise, bien avant ma naissance. Je ne cherchais plus le vignoble, je cherchais n'importe quoi, une autre fissure.
Et je l'ai trouvé. Ce n'était pas un rapport géotechnique ou un contrat frauduleux. C'était un simple accord de partenariat, jauni par le temps. Le groupe Lavoie n'avait pas été fondé seulement par mon grand-père. Il y avait un autre nom à côté du sien, Antoine Dubois. Un nom que je n'avais jamais entendu de ma vie. Quelques recherches de plus dans les archives financières m'ont montré la suite. 1 an plus tard, Dubois avait été racheté pour une somme ridicule, une insulte. Il avait été effacé de l'histoire officielle. L'empire de ma famille, leur fierté, leur nom, tout ça avait été construit sur un vol. Un péché originel que tout le monde avait oublié. Sauf que maintenant, je le savais. Ma vengeance venait de changer de dimension. Ce n'était plus une affaire personnelle. C'était une question de justice. L'adrénaline de la découverte m'a rendue imprudente. Je savais que je ne pouvais pas simplement prendre une photo du document avec mon téléphone. C'était trop risqué. J'ai attendu que le bureau soit complètement vide, puis j'ai utilisé le vieux photocopieur des archives pour faire une copie de l'accord. Le bruit de la machine dans le silence semblait assourdissant. J'ai plié le papier et je l'ai glissé au fond de mon sac, sous un carnet de croquis. En sortant dans le couloir principal, la lumière du bureau de ma mère était allumée. Mon sang s'est glacé. Elle était assise à son bureau, un verre de vin à la main, et elle m'a regardé avec ses yeux perçants. « Tu finis tard, Éléonore. » Sa voix était faussement décontractée. J'ai senti son regard descendre sur mon sac. Qu'est-ce que tu cachais de si important dans ces vieilles boîtes? La panique a commencé à monter dans ma gorge, chaude et métallique. J'ai sorti mon carnet de croquis, l'ouvrant sur une page au hasard. Des idées pour réaménager le lobby, pour donner une image plus moderne. Ça pourrait attirer de nouveaux clients. Je parlais vite, trop vite. Elle m'a dévisagé pendant un long moment, un silence qui a duré une éternité. Puis elle a hoché la tête lentement. Bonne idée. Ne reste pas trop tard. En marchant vers l'ascenseur, j'ai senti son regard planté dans mon dos, comme 2 aiguilles de glace. J'avais évité le désastre de justesse, mais je savais qu'une alarme silencieuse venait de se déclencher dans sa tête. Elle ne me faisait plus confiance. Le jeu venait de devenir beaucoup plus dangereux. Le souffle court. J'ai attendu que le son de ses talons s'éloigne sur le marbre du couloir. La peur était une chose froide et lourde dans mon estomac, mais elle n'a pas duré. Elle a été remplacée par une clarté glaciale. Ma mère ne me soupçonnait pas. Elle savait. Elle ne savait pas quoi, mais elle sentait la structure de son monde bouger, et elle savait que j'étais près de l'épicentre. L'accord de partenariat que je tenais dans mon sac n'était plus seulement une preuve, c'était une arme. Le nom, Antoine Dubois, résonnait dans ma tête. Ce n'était plus seulement ma vengeance, c'était la sienne aussi. J'allais corriger une injustice vieille de 30 ans, non pas par bonté, mais parce que sa ruine serait la fondation de la leur. Mon premier coup ne pouvait pas être une bombe, ça devait être un murmure. Une fissure si fine qu'il ne la verrait pas avant qu'il ne soit trop tard. J'ai passé 2 jours à chercher la famille Dubois. Pas sur les serveurs de l'entreprise, mais dans les recoins poussiéreux d'Internet, les archives publiques, les vieux annuaires. J'ai trouvé son petit-fils, Mathieu, un ébéniste à Sherbrooke. Son profil sur les réseaux sociaux montrait des photos de ses créations en bois, des tables, des chaises, des choses belles et solides. Il y avait une honnêteté dans son travail qui contrastait violemment avec l'empire de papier de ma famille. J'ai créé une autre adresse courriel anonyme. Je lui ai envoyé une seule chose, une copie numérisée de l'accord de partenariat de son grand-père. Pas un mot d'explication. Juste la preuve silencieuse d'une vie qui aurait pu être la sienne. La réplique n'a pas tardé. 1 semaine plus tard, une lettre est arrivée au bureau. Papier crème, en tête d'un cabinet d'avocats. J'étais en train de passer devant le bureau de ma mère, la porte était ouverte, et je l'ai vue la lire. Son visage était un masque de marbre, mais j'ai vu sa main, celle qui tenait la lettre, trembler imperceptiblement. Elle a levé les yeux et son regard a croisé le mien à travers la vitre. Il n'y avait pas de question dans ses yeux, seulement une certitude froide et meurtrière. Elle savait que c'était moi. Le murmure avait été entendu. La fissure était apparue. Ce soir-là, elle m'attendait dans le stationnement souterrain. Les lumières au néon grésillaient, jetant de longues ombres déformées. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Sa violence était dans son calme. Elle s'est approchée de moi, son parfum cher flottant dans l'air vicié du garage. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser enterrer, Éléonore. Des histoires qui ne font de bien à personne, surtout pas aux gens qui sont fragiles. Elle a marqué une pause, laissant le mot flotter entre nous. Le stress, ça peut déclencher tellement de choses imprévisibles, ce serait dommage que tu te mettes dans un état qui nuise à ta santé.
C'était là. La menace. Pas contre ma carrière, pas contre ma liberté, contre mon corps, contre mon esprit. Elle utilisait la maladie qu'elle m'avait cachée toute ma vie comme un pistolet sur ma tempe. J'ai senti le béton froid du mur contre mon dos. J'étais piégée. Elle avait transformé ma plus grande blessure en sa meilleure arme. Pour la première fois, j'ai cru que j'avais perdu. J'avais sous-estimé sa cruauté. Je pensais qu'il y avait une limite, une ligne qu'une mère ne franchirait pas. J'avais eu tort. J'ai vu dans ses yeux une satisfaction sombre, la certitude d'avoir gagné, d'avoir écrasé ma petite rébellion. J'ai baissé la tête, la laissant croire qu'elle m'avait brisée. Elle a eu un petit sourire, à peine visible, et elle est partie, le bruit de ses talons claquant sur le béton comme le compte à rebours de ma défaite. Mais alors que je la regardais s'éloigner, la peur s'est retirée, et à sa place, quelque chose de beaucoup plus fort a pris racine. Elle pensait m'avoir mise en cage, mais elle venait de me donner la clé. En menaçant ma santé, elle m'avait libérée de toute obligation morale, de tout doute résiduel. Elle venait de justifier chaque action que j'avais faite et chaque action que j'allais faire. Le combat n'était plus pour le passé, pour un vignoble volé ou un mariage manqué. C'était pour ma survie. J'ai relevé la tête, le regard fixé sur les feux arrière de sa voiture qui disparaissèrent dans l'obscurité. Le jeu avait changé. Ce n'était plus une démolition. C'était une guerre. Et elle venait de me montrer qu'il n'y aurait aucune règle. La menace de ma mère dans le stationnement n'avait pas été un point final, c'était un point de départ. Elle pensait m'avoir enfermée, mais elle m'avait donné la seule chose dont j'avais besoin, la permission de n'avoir aucune pitié. J'ai passé les 48 heures suivantes dans un état de concentration totale, le monde extérieur réduit à un simple bruit de fond. Puis, j'ai appelé mon père. Ma voix était basse, fatiguée, celle d'une personne vaincue. J'ai besoin qu'on se voie, tous ensemble, à la maison. Il faut qu'on règle ça. Le soulagement dans sa voix était presque palpable. Il pensait que j'allais céder. Il pensait tous que la menace avait fonctionné. En entrant dans la salle à manger, la même pièce où ma vie avait basculé, l'air était épais de leur victoire silencieuse. Ma mère était assise à la tête de la table, une reine sur son trône, le triomphe à peine dissimulé dans un petit sourire pincé. Mon père et Camille m'ont regardé avec un mélange de pitié et d'impatience. Les papiers de la fiducie étaient déjà là, posés exactement au même endroit, avec un stylo bien aligné à côté. Je me suis assise en silence, sans enlever mon manteau. J'ai tiré la pile de papier vers moi, le bruit du papier glissant sur le bois poli étant le seul son dans la pièce. J'ai pris le stylo. Il était lourd et froid dans ma main. J'ai senti leur regard sur moi, 3 paires d'yeux attendant la signature qui allait les sauver, qui allait prouver que j'étais bien la fille qu'ils avaient toujours pensé que j'étais, faible et facile à briser. J'ai regardé ma mère. Elle a légèrement hoché la tête, un ordre muet. Signe. Fini cette histoire. Le monde a semblé ralentir. Je pouvais entendre le faible tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir, le son de ma propre respiration, le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. C'était ça. Le moment où toute l'architecture de ma vengeance allait soit tenir, soit s'effondrer. J'ai débouché le stylo avec un petit clic sec qui a résonné dans le silence. Mais au lieu de signer, j'ai posé le stylo doucement à côté des papiers. Ma voix, quand j'ai parlé, était calme, presque conversationnelle. J'ai trouvé quelque chose d'autre dans les archives, maman. Dans les vieux dossiers médicaux. Pas les miens. Les tiens. Le petit sourire de ma mère s'est figé. Je me suis tournée vers Camille, dont le visage était une toile d'incompréhension. Tu sais, Camille, maman a toujours voulu te protéger, te donner une vie parfaite, un mariage parfait. Elle a tout fait pour que rien ne vienne tacher le tableau. J'ai marqué une pause, laissant le poids de mes mots s'installer dans la pièce. Elle t'a protégé de tellement de choses, même de la vérité sur ta propre santé. J'ai vu la panique fleurir dans les yeux de ma mère, une panique pure et laide. Tais-toi, Éléonore. Sa voix était un sifflement bas, mais je n'avais plus peur d'elle. Je ne la regardais plus. Mes yeux étaient rivés sur ma sœur. Les tests qu'elle t'a fait passer quand tu étais petite, tu ne t'en souviens pas. Tu avais juste une grippe, mais ils ont testé autre chose. Ils ont testé le marqueur génétique. Le même que moi. Le même que grand-mère. Camille a secoué la tête. Un petit mouvement de déni, mais ses yeux étaient fixés sur le visage de notre mère.
cherchant une réponse qu'elle ne voulait pas trouver. Le silence de Geneviève était un aveu. La vérité a frappé Camille comme une force physique. J'ai vu son monde s'effondrer en une seconde. Toutes les pièces du puzzle de sa vie se sont réarrangées pour former une image monstrueuse. Les visites chez le médecin, la surprotection de sa mère, chaque petite chose prenait maintenant un sens nouveau et terrible. Son souffle s'est coupé dans un sanglot étranglé. « Ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai, maman. » Mais ma mère ne pouvait plus parler. Son masque de marbre s'était fissuré, révélant la femme terrifiée en dessous. C'est là que j'ai porté le coup de grâce. Je me suis levée, mes mains posées à plat sur la table. Le billet d'avion pour l'Italie, ce n'était pas parce que j'étais une fausse note, ce n'était pas à cause de mes vêtements ou de mon air triste. C'était pour te protéger, toi, Camille. Ou plutôt, pour protéger ton mariage. Ton nouveau mari, sa famille. Ils ne pouvaient pas savoir. Ils ne pouvaient pas voir en moi le reflet de ton avenir. Ils ne pouvaient pas voir la fissure dans l'œuvre d'art parfaite que maman essayait de leur vendre. J'étais le symptôme visible de la maladie qu'elle essayait de cacher. Ma voix était froide, clinique, celle d'une architecte décrivant une faille structurelle fatale. Elle ne t'a pas protégée. Elle a protégé son investissement. Et pour ça, elle était prête à me sacrifier. Elle était prête à te mentir toute ta vie. Le chaos a finalement éclaté, mais ce n'était pas le mien. C'était le leur. Camille s'est levée d'un bond, renversant sa chaise, son visage déformé par la douleur et la trahison. « Comment as-tu pu » a-t-elle hurlé à notre mère, les larmes coulant sur son visage. « Ma vie, c'est un mensonge ?» Mon père était pétrifié, regardant de l'une à l'autre, l'horreur de la duplicité de sa femme enfin claire pour lui. Mais tout ce que je voyais, c'était le visage de ma mère. Elle était vaincue, pas par la perte d'argent ou de statut. Elle était vaincue par la vérité. J'avais pris son arme la plus précieuse, le secret, et je l'avais retourné contre elle. Je n'avais pas seulement détruit son empire financier, j'avais détruit sa création la plus parfaite, sa fille adorée, en lui montrant que l'amour de sa mère était une prison de mensonges. J'ai repris le petit oiseau en bois de la poche de mon manteau. Je l'ai posé au milieu de la table, sur la pile de contrats non signés, un souvenir de la fille qu'il pensait avoir effacée. Puis, sans un autre mot, je me suis retournée et j'ai quitté la pièce, laissant derrière moi le son des sanglots de ma sœur et le silence brisé de ma famille. En fermant la porte d'entrée, le clic de la serrure n'était pas un son de fin, mais de commencement. Dehors, l'air était froid et pur. Pour la première fois de ma vie, la structure était claire. Je n'étais pas une pièce manquante. J'étais l'architecte qui venait de raser le terrain pour pouvoir enfin commencer à construire quelque chose qui m'appartenait, quelque chose de vrai. Et j'étais seule, mais je n'avais jamais été aussi solide. Je suis restée là, sur le trottoir, pendant un long moment après que la porte se soit refermée. L'air froid de la nuit piquait mes poumons, mais c'était une douleur propre, une douleur réelle, pas comme le poison qui avait coulé dans mes veines pendant des années. J'ai levé les yeux vers les fenêtres illuminées de la maison. Je ne pouvais rien entendre, mais j'imaginais la scène à l'intérieur. Les cris, les larmes, les accusations. Un tableau de famille parfait, enfin brisé en 1000 morceaux. J'avais gagné. J'avais orchestré une démolition parfaite, chaque poutre retirée dans le bon ordre jusqu'à ce que tout s'effondre. Mais il n'y avait pas de feu d'artifice dans ma tête, pas de musique triomphale. Il n'y avait que le silence. Le silence d'un champ de bataille après la fin des combats. J'ai senti le petit oiseau en bois dans ma poche. Il était lisse et froid. C'était la seule chose qui me restait d'eux, le souvenir d'un amour qui n'avait peut-être jamais vraiment existé. Les jours qui ont suivi, j'attendais quelque chose. Un appel de mon père me suppliant de revenir. Un message haineux de ma mère. N'importe quoi. Mais il n'y a rien eu. Le silence de leur côté était aussi assourdissant que leurs mensonges l'avaient été. Ils m'avaient effacé une dernière fois, et cette fois, c'était moi qui avais tourné la page. J'ai vendu mon condo à Montréal, j'ai mis mes quelques affaires dans des boîtes et j'ai commencé à conduire sans destination précise. Parfois, la nuit, dans un motel anonyme au bord de l'autoroute, je repensais au visage de Camille quand elle a compris la vérité. La douleur dans ses yeux, c'est la seule chose qui me hantait. J'avais libéré une vérité, mais j'avais aussi détruit la seule personne dans cette famille qui n'avait peut-être pas mérité une telle dévastation. C'était ça, le prix. Pour me libérer, j'avais dû mettre le feu à la prison, même s'il y avait une autre prisonnière à l'intérieur. Maintenant, je suis assise dans un petit café, quelque part dans l'est du Québec,
à regarder la neige tomber. J'ai de l'argent, celui de la fiducie que je n'ai jamais touché. Je suis libre. Mais je suis aussi complètement seule. J'ai gagné la guerre, mais j'ai perdu chaque partie de mon histoire, chaque racine qui me liait à un passé, même un passé douloureux. Parfois, je sors mes crayons et j'essaie de dessiner. Des maisons, des ponts, des structures. Mais mes mains semblent avoir oublié comment construire. Elles ne se souviennent que de comment démolir. Je sais que c'est mal ce que j'ai fait. Je sais que la vengeance est un poison qui brûle celui qui la porte autant que celui qui la reçoit. Mais en regardant les flocons de neige recouvrir le monde d'un manteau blanc et silencieux, je me dis que parfois, il faut tout raser pour pouvoir recommencer. Et même si le terrain est vide et froid, pour la première fois de ma vie, il m'appartient. Entièrement. Je suis restée là, sur le trottoir, pendant un long moment après que la porte se soit refermée. L'air froid de la nuit piquait mes poumons, mais c'était une douleur propre, une douleur réelle, pas comme le poison qui avait coulé dans mes veines pendant des années. J'ai levé les yeux vers les fenêtres illuminées de la maison. Je ne pouvais rien entendre, mais j'imaginais la scène à l'intérieur. Les cris, les larmes, les accusations. Un tableau de famille parfait, enfin brisé en 1000 morceaux. J'avais gagné. J'avais orchestré une démolition parfaite, chaque poutre retirée dans le bon ordre jusqu'à ce que tout s'effondre. Mais il n'y avait pas de feu d'artifice dans ma tête, pas de musique triomphale. Il n'y avait que le silence. Le silence d'un champ de bataille après la fin des combats. Les jours qui ont suivi, j'attendais quelque chose. Un appel de mon père me suppliant de revenir. Un message haineux de ma mère. N'importe quoi. Mais il n'y a rien eu. Le silence de leur côté était aussi assourdissant que leurs mensonges l'avaient été. Ils m'avaient effacé une dernière fois, et cette fois, c'était moi qui avais tourné la page. J'ai vendu mon condo à Montréal, j'ai mis mes quelques affaires dans des boîtes, et j'ai commencé à conduire sans destination précise. Parfois, la nuit, dans un motel anonyme au bord de l'autoroute, je repensais au visage de Camille quand elle a compris la vérité. La douleur dans ses yeux. C'est la seule chose qui me hante. J'avais libéré une vérité, mais j'avais aussi détruit la seule personne dans cette famille qui n'avait peut-être pas mérité une telle dévastation. C'était ça le prix. Pour me libérer, j'avais dû mettre le feu à la prison, même s'il y avait une autre prisonnière à l'intérieur. Maintenant, je suis assise dans un petit café, quelque part dans l'est du Québec, à regarder la neige tomber. J'ai de l'argent, celui de la fiducie que je n'ai jamais touché. Je suis libre, mais je suis aussi complètement seule. J'ai gagné la guerre, mais j'ai perdu chaque partie de mon histoire, chaque racine qui me liait à un passé, même un passé douloureux. Parfois, je sors mes crayons et j'essaie de dessiner. Des maisons, des ponts, des structures. Mais mes mains semblent avoir oublié comment construire. Elles ne se souviennent que de comment démolir. Je sais que c'est mal ce que j'ai fait. Je sais que la vengeance est un poison qui brûle celui qui la porte autant que celui qui la reçoit. Mais en regardant les flocons de neige recouvrir le monde d'un manteau blanc et silencieux, je me dis que parfois, il faut tout raser pour pouvoir recommencer. Et même si le terrain est vide et froid, pour la première fois de ma vie, il m'appartient, entièrement.